200 000 nouveaux immigrants extra-européens chaque année, soit 2 millions de nouveaux immigrés tous les 10 ans. Inacceptable, ont scandé les conservateurs l'an dernier pendant toute leur campagne électorale. Aujourd'hui au pouvoir, ils décident, je cite, de revenir à une immigration raisonnable. Des mesures justifiées selon cet ancien diplomate, sans quoi cohésion sociale et services publics seront menacés. Dans 20 ans, nous serons 70 millions et 68% des nouveaux citoyens seront des immigrés. Donc il est logique de s'emparer de cette question. Et nous pensons qu'il est possible de faire quelque chose, qu'il est possible d'agir, et c'est ce que fait le gouvernement actuel. Certains viennent en Grande-Bretagne pour apprendre l'anglais. Très bien. Ils sont étudiants de passage, aucun problème. Mais il y a 90 ou 92 000 étudiants qui entrent dans le pays non pas pour apprendre la langue ou préparer un diplôme précis. Ils sont là pour tout un tas d'autres raisons. Et tout cela ne fait l'objet d'aucun contrôle satisfaisant. Premier visé, les étudiants. Le gouvernement entend réduire de 100 000 le nombre de leurs visas. Les postulants devront aussi justifier d'un meilleur niveau d'anglais et d'un revenu conséquent dès la fin de leurs études. Les autorités veulent ainsi s'attaquer aux écoles complaisantes qui accueillent des étudiants bidons. Des mesures drastiques vues d'un œil méfiant par l'enseignement supérieur, comme dans cette école. Jusqu'à présent, ceux qui rêvaient d'une carrière internationale choisissaient Londres et ses universités très réputées. Si j'étais étudiant et que j'hésitais à choisir un pays pour étudier, j'irais là où il y a le moins de bureaucratie, de délais d'attente et de coûts. Parce que oui, l'apprentissage de l'anglais est un marché très compétitif. Étudier est un business et la Grande-Bretagne a toujours été performante dans ce business. C'est très lucratif pour nous, donc oui, cette réforme aura un impact important. Nous avons des étudiants originaires d'Iran, de Thaïlande par exemple. Des pays pour lesquels il était déjà très difficile d'avoir des visas. Pour eux, intégrer le système universitaire britannique, ça va devenir vraiment très compliqué. Pour ce bureau, dont le métier est d'aider les ressortissants arabes dans leurs démarches administratives, limiter l'immigration est une mauvaise chose à long terme. Une preuve de la fragilité économique du royaume qui va encourager les plus brillants à chercher l'Eldorado ailleurs, vers l'Asie ou vers les riches pays du Golfe. En fixant un cap avec un nombre maximum d'entrants et en sélectionnant ceux qui seront autorisés à venir en Grande-Bretagne, le caractère cosmopolite du royaume va être affecté, tout comme l'économie. Je pense que le gouvernement devrait plus se concentrer sur l'immigration clandestine et sur les étudiants, les écoles et les employés bidons. Le gouvernement britannique s'est par ailleurs engagé à faciliter l'entrée d'étudiants très qualifiés, de ressortissants plus fortunés ou d'entrepreneurs créateurs d'au moins 10 emplois. Alors peut-être je vous repose la question que je posais tout à l'heure, Olivier Bobineau. Est-ce que finalement on n'était pas typiquement dans des cas où on n'osait pas appeler les choses par leur nom? C'est-à-dire qu'on parle de laïcité quand en fait on a envie de parler de religion et en particulier de religion musulmane, et on parle de religion musulmane quand en fait on a envie d'aborder une question taboue qui est celle de l'immigration, ou en tout cas qui par définition fait débat dans la société, ce débat étant souvent violent dans ses termes. Voilà. Comment vous percevez ça? Absolument. Je crois qu'il faut reprendre tout simplement l'historique, une date, 1989. 1989 correspond à l'arrêt sur le voile. Voilà, on dit ce n'est pas un trouble à l'ordre public, il faut s'arranger au niveau des établissements scolaires, et si ça devient un trouble à l'ordre public, bien sûr, dans ce cas-là, il faut retirer le voile. Qu'est-ce que c'est que 89-90? C'est l'installation définitive des immigrés arabes venant du Maghreb, de confession musulmane majoritairement. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus retourner au bled. On a affaire à quoi? Une population jeune qui vit dans les quartiers populaires. Pour construire son identité, il y a 3 groupes. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. Premier groupe, le groupe d'origine. Ah, ça tombe bien. Quand ces jeunes reviennent au bled, comment sont-ils considérés par leurs arrière-grands-parents, leurs aïeux, au groupe d'origine, comme des gens qui ont grandi en France, les colons, les blancs? Regardons le groupe de référence. Deuxième groupe, qui nous sert à construire, vous et moi d'ailleurs, notre identité. Le groupe de référence, c'est la République. Le groupe de référence, c'est la société de consommation. Est-ce que les quartiers populaires, à la fin des années 90,
ont accès, comme les autres, et notamment quand on est d'origine maghrébine, est-ce qu'on a accès de la même façon aux services publics, à la société de consommation? Non. Donc, je reprends. Groupe d'origine, étranger de ce groupe d'origine. Groupe de référence. Les Beurs sont aussi un peu étrangers de ce groupe de référence. Qu'est-ce qu'il leur reste? Le troisième groupe. Ça s'appelle, en sociologie, le groupe d'appartenance. Comment fonctionne tout groupe d'appartenance dans les sociétés modernes? Elle fonctionne selon un langage. Oh, c'est le verlan. Comme par hasard, dans la fin des années 90. Une musique. Oh, c'est le rap. Des vêtements. Tiens donc, les vêtements, le jogging, la casquette. Et pour les femmes, le voile. C'est une contre-culture qui s'établit à ce moment-là. Quel est le propre d'une contre-culture? C'est d'être contre la culture dominante. Et plus la culture dominante montre la contre-culture, plus la contre-culture se construit, se renforce. Et je crois que là, le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un seuil, à un niveau, à un plafond, où à force de montrer, moi je le vois dans mes recherches, c'est-à-dire qu'à force, eh bien, puisqu'on est comme ça, eh bien très bien, on est comme ça. Il faut qu'on arrête. Oui, je trouve étrange que pour les garçons, il y ait eu une tenue d'appartenance venue du modèle américain, la casquette baseball, le jogging, la street culture américaine, et pour les filles, un voile venu de la religion, qui par ailleurs est quand même une oppression, puisqu'on la cache, on cherche quand même à la limiter, à la réduire à son statut de femme au foyer. Ça, c'est quand même dans cette contre-culture un signe que l'islam a été complice du repli sur une contre-culture, alors que l'islam aurait dû essayer de pousser pour que la République fasse des efforts, pour que le groupe de référence... Non, parce que je vous réponds simplement, à l'époque, en Tunisie, enfin regardez les images, regardez les enquêtes, regardez les travaux sociologiques, en Tunisie, dans le Maghreb, le voile n'est pas porté plus que cela. Donc c'est précisément... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour les jeunes femmes? En Iran non plus. C'est une arme politique. Quelques années auparavant. C'est une arme de construction identitaire. C'est-à-dire qu'on veut malgré tout se référer un peu au groupe d'origine qui nous rejette quand on est une jeune fille. Et donc on va reprendre l'un des attributs. C'est un classique. On se laisse imposer parce qu'il y a une démarche politique de l'islam qui est d'imposer ce voile. Guillaume Roquette. Peser sur la société. Parce qu'en fait, Olivier Bobineau, vous avez... si je comprends bien votre explication, il y a cette revendication islamique qui monte parce que la société française n'a pas fait son travail d'accueil de cette immigration récente. C'est-à-dire que, comme toujours, c'est nous qui sommes les responsables, c'est nous qui sommes coupables. De même que, si je vous ai bien entendu tout à l'heure, quand on revendique des racines chrétiennes, on est forcément d'extrême droite. Parce que Mitterrand, quand il met l'église au fond de la vallée dans son affiche de 1981, est d'extrême droite. Enfin, tout ça me semble pas très sérieux. Moi, je ne lis pas du tout les choses comme vous. Pardon, je vais me permettre de donner une autre vision historique. Dans les années 80, il y a effectivement une revendication forte qui naît de cette immigration récente, qui est une revendication d'intégration, qui est une revendication laïque. Ça veut dire nous voulons être considérés comme vous, et à juste titre, c'est le mouvement SOS Racisme, c'est touche pas à mon pote. Et là, il y a ensuite la victoire de la France en Coupe du Monde, la France Black Blanc Beurre. Les choses étaient bien engagées. Et puis, on a vu apparaître, au début des années 2000, et pour des raisons qu'il faudrait peut-être expliquer, cette revendication qui a changé de nature. C'est-à-dire que, tout discours est forcément généralisateur et il faut faire attention. Mais globalement, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a eu cette demande d'intégration, considérez-nous comme vous, et ensuite, la revendication a changé, c'était acceptez-nous pour ce que nous sommes. Et on a vu naître effectivement des revendications de type identitaire qui ont donné lieu à une première loi sur le voile à l'école au moment de Jacques Chirac, en 2003, c'est ça la loi sur le voile à l'école me semble-t-il. Et là on a vu 2004, merci, le 15 mars 2004, merci. Donc ce changement-là, il est arrivé et à mon avis c'est lui qui explique peut-être le changement d'attitude et la méfiance croissante de la société française qu'on ressent aujourd'hui dans le vote notamment pour Marine Le Pen. Raphaël Drahi. Oui, trois très brèves observations. Je crois qu'il faut matiner un peu la sociologie avec la science politique. C'est vrai que ce que dit notre ami sur les groupes d'appartenance, tout ça est fondé, tout ça est observable. Mais il ne faut pas oublier que dans ces groupes d'observance opèrent aussi des marqueurs politiques. Le port du voile intégral est un marqueur politique d'un islam qui est à l'offensive d'une reconquête de territoires dont il affirme qu'ils lui appartiennent par essence, sinon par vocation. Et ça, c'est un premier point. Et qu'il n'existait pas de voile intégral. Le 11 septembre est passé par tout ça. Hein. Le deuxième point qui est extrêmement important. Je crois que là aussi, il faut faire attention aux arguments qui sont utilisés par le Parti communiste, je dirais l'argument socio-économique. Il y a en France actuellement des catégories entières de la population qui sont dans un énorme
malaise et parfois dans une misère économique tout à fait considérable et qui ne transforme pas ce malaise dans cette revendication identitaire qui met à mal les fondamentaux de la Constitution de la Ve République. Le troisième élément, je crois que ce qui contribuerait, mais vraiment largement, essentiellement, à détendre un petit peu l'atmosphère, c'est le principe de réciprocité. C'est ça qui n'est pas très bien compris dans l'opinion publique française. D'ailleurs, on veut bien ouvrir des lieux de culte musulmans, on veut bien ouvrir de nouvelles mosquées, on veut bien aménager les piscines, on veut bien aménager les cantines, mais sous condition de réciprocité. Il faudrait que dans les pays arabes, on puisse ouvrir librement des églises, des synagogues, qu'on puisse pratiquer une propagande au sens étymologique de sa propre foi, de manière libre. Avec le respect que je vous dois, je vous dis, c'est gentil de dire ça, mais vous connaissez déjà la réponse. Ça n'existe pas. Alors évidemment, une partie du monde arabe connaît ces révolutions en ce moment, mais le dire, c'est... Mais cher Yves Calvi, du fait que ça ne soit pas possible, cela enquiste le problème sur le territoire de la France. Parce que c'est ressenti mais ça veut donc dire qu'en gros, raisonnablement, cette réciprocité, en tout cas en ce moment, on ne peut pas ou peut la demander. On ne peut pas la réciprocité. Donc tant qu'elle ne sera pas effective, tant qu'elle ne sera pas praticable, il faudra bien que l'on entende que cette revendication de la pluralisation des lieux de culte, du soutien financier de la religion musulmane sera mal reçu par l'ensemble de l'opinion publique française. Sauf que les musulmans français sont fondés à dire, mais attendez, nous on est les musulmans français, et ce qui se passe, même si on le réprouve là-bas, c'est pas que ça n'est pas notre problème, mais nous n'en sommes pas responsables. Nous sommes tout à fait d'accord. De la même manière que nous avons rappelé tout à l'heure ce qui est inscrit dans la Constitution, il faut prendre acte du fait que ces problèmes ne sont pas que socio-économiques, ils sont formidablement passionnels. Ah, ça c'est sûr. Passionnels. Question SMS. Ah ben oui, c'est comme ça, c'est la frustration. Les religions sont-elles démocratiques? C'est une question boum qui est posée comme ça. Voilà. Ah non, elles sont théocratiques par définition. Oui. C'est Dieu qui commande, qui est le chef. Et donc, son ministère est exercé par des officiers des cultes qui font respecter la loi de Dieu. Elles ne sont pas démocratiques dans leur organisation et c'est parfois un atout. Parce que l'une des raisons pour lesquelles il y a cette difficulté autour de l'islam, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une parole autorisée. Puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam. Il y a une hiérarchie catholique. Quand on l'aime pas, on quitte la religion catholique. Personne n'est obligé de rester dedans. Mais en tout cas, quand le pape parle, ça engage les catholiques. Rapidement, je vais faire tourner les questions. Mais voilà, allez-y. Juste tout à l'heure pour réagir, quand j'ai dit quand même qu'on faisait des tas de références chrétiennes, c'est pas parce qu'on est à l'extrême droite. Je disais que ceux qui font dans les cabinets des références chrétiennes sont plutôt partisans d'une certaine droite. Voilà, c'était dans les cabinets ministériels. Alors, je pense que démocratie et religion... Il y a des gens de gauche qui font baptiser leurs enfants en ce moment. Bah oui, non mais d'accord. Et il y a Laurent Wauquiez qui parle cette semaine dans Valeurs Actuelles de nos racines chrétiennes et qui n'est pas d'extrême droite. Oui. Nous sommes d'accord. Voilà, mais c'était par rapport à la droite, des cabinets. Sur démocratie et religion, c'est très simple. Une religion, c'est une hétéronomie, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur une loi autre, supérieure et antérieure. Et une démocratie, c'est un processus délibératif entre des êtres et des individus égaux, autonomes. Voilà, c'est une définition que je reprends par exemple de Marcel Gauchet. Voilà. N'est-ce pas laisser un boulevard au Front National et aux intégristes de toutes sortes que de refuser de parler de laïcité? Sous-entendu, est-ce que la façon dont on a combattu le débat que voulait Jean-François Copé n'a pas été à l'arrivée contre-productif? Il se passera la même chose avec ce débat qui s'est passé avec la réforme des retraites. C'est-à-dire que tout le monde était contre sur le moment et une fois que c'est passé, tout le monde se dira avec soulagement, finalement c'était probablement utile parce que les mesures qui ont été annoncées hier, qui sont des mesures concrètes et de bon sens, à mon avis, effectivement, tout le monde s'y ralliera.